les entreprises d'une manière générale et nos clients en particulier dans ce basculement à la facture électronique qui est un sujet dont on parle déjà depuis plusieurs années puisque c'est issu d'un choix de l'Union européenne de basculer la TVA. On va voir qu'on bascule en France, mais les autres pays de l'Union européenne vont basculer au fur et à mesure. Et ça crée quelques contraintes dans les entreprises, mais aussi ça va permettre aussi de faire beaucoup de choses qui sont intéressantes derrière. Et donc, on va essayer de vous exposer tout le dispositif, à la fois en termes de calendrier, les actions à mener, et puis ensuite ce qui peut être fait. Alors, les actions à mener de manière obligatoire, et puis ensuite tout ce que vous pouvez en tirer derrière, qu'on peut imaginer dès aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura d'autres dérivés, d'autres choses qu'on pourra faire dans les années à venir en fonction le bon usage de la facture électronique. Voilà. Donc je passe la parole à Mélissa et à Caroline. Merci. Alors, donc pour commencer, déjà avec le contexte et le calendrier, ce qui est important de retenir, c'est la première date qui va arriver très vite, c'est le 1er septembre 2026, où vous devrez être en mesure de pouvoir recevoir vos factures via une plateforme donc, qui est agréée par l'État, donc la fameuse facture électronique. Donc ça, c'est la première date au 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises. À cette même date, les grandes entreprises, donc de plus de 250 salariés, devront pouvoir émettre leurs factures de manière électronique. Et ensuite, dans un second temps, donc le deuxième volet de la réforme, c'est au 1er septembre 2027, où là, toutes les entreprises devront pouvoir émettre leurs factures. Donc à retenir, la première date, 1er septembre 2026, vous devez recevoir, et 1er septembre 2027, vous devrez émettre. Donc là, selon ce que vous nous avez dit, vous êtes tous concernés dès le 1er septembre 2026 pour recevoir des factures électroniques des grosses entreprises comme Orange, EDF, voilà, tous ceux qui ont plus de 250 salariés vont vous envoyer des factures électroniques dès le 1er septembre 2026. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, c'est vraiment un atelier interactif. Donc ensuite, on vous a mis un petit schéma pour pouvoir savoir qui… Évidemment, les supports. Oui. Oui, pas besoin de prendre de photos. Donc pour savoir qui est concerné, donc vous avez sur la droite le plus rapide, c'est ceux qui ne sont pas concernés. Donc vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, ce sont les particuliers, les associations à but non lucratif sans objet commercial et les entreprises qui ne sont pas établies en France. Tout le reste, donc c'est la partie gauche, est concerné. Donc, quand vous êtes concerné, ça veut dire que vous êtes assujetti à la TVA. Peu importe si vous êtes redevable ou non de la TVA, mais vous êtes assujetti à la TVA. Donc, dans les non redevables, par exemple, on a les micro-entreprises et on peut avoir aussi des SCI, des SCP, des holdings qui ne vont pas dépasser les seuils, qui sont en franchise de TVA, mais ils vont être concernés par la réforme. Il y a quand même une exception au niveau des redevables, c'est les entreprises qui rentrent dans le cadre du secret défense. Donc là, ils sont exemptés de cette réforme. Et on a aussi les entreprises, donc il y a un article, l'article 261 du CGI, et donc ce sont les prestations qui sont ici. Les prestations effectuées dans le domaine de la santé, d'enseignement et de formation, les opérations immobilières, activités lucratives réalisées par les associations à but non lucratif, les opérations bancaires et financières et les opérations d'assurance et de réassurance. Ces entreprises qui sont concernées par ces activités ne sont pas soumises en émission, mais sont soumises en réception. Donc, c'est la date du 1er septembre 2026, une plateforme pour pouvoir recevoir les factures. Donc, même les micro-entreprises vont devoir recevoir les factures électroniques dès le 1er septembre 2026. Ce n'est pas parce qu'on ne paye pas de la TVA qu'on n'est pas concerné par la facture électronique. En fait, toute activité économique, en résumé, est concernée par la réforme de la facture électronique. Dès qu'il y a un numéro sirène, presque. Et voilà, il y a du cas par cas, mais c'est ce qu'il faut retenir, quoi. C'est ce qu'il faut retenir. Par exemple, un agent commercial avec une grande facture avec TVA devra avoir ce système-là. Oui. Dès le 1er septembre 2026, l'agent commercial qui facture avec TVA ou même sans TVA s'il est en franchise, il devra être en capacité de recevoir des factures électroniques des grosses entreprises au 1er septembre 2026.
Et au 1er septembre 2027, il devra être en capacité d'émettre des factures électroniques. Et une facture électronique, ce n'est pas un PDF envoyé dans un mail. On va le voir plus tard, mais ça, c'est important aussi de bien le comprendre, c'est qu'il y a vraiment tout un schéma, pour faire la transition, tout un schéma sur le fonctionnement. Dites-moi. Une facture de téléphonie mobile Orange. Oui. Oui. Alors, je répète du coup pour le replay, mais oui, les factures de téléphone, dès le 1er septembre 2026, vous devez les recevoir ou comme les factures donc de télécom, les factures d'énergie aussi, tout ce qui est Engie, EDF. L'émetteur dépasse les seuils et du coup va vous envoyer des factures électroniques, mais pas en PDF. On n'aura plus les factures dans l'espace en question. Alors, Je pense que si. On verra. on pense qu'ils vont pas faire le double ou automatiser le double, mais voilà. Peut-être $1 pour tout le monde, quoi. Voilà. Dès lors que vous les aurez en facture électronique, ça ne sert à rien d'aller les chercher sur l'espace. À part pour retrouver l'historique. Ouais, voilà. Mais normalement, vous les aurez sur votre plateforme, vous aurez les données sur votre plateforme, vous aurez le visuel sur la plateforme, vous pourrez. Voilà. Sur l'espace, par exemple, de chez EDF. Ça, sur une plateforme. Ce sera sur votre plateforme à vous, pour votre société, que vous aurez choisi avant le 1er septembre 2026. Où vous recevrez toutes vos factures, vous recevrez l'exhaustivité de vos factures d'achat à partir du 1er septembre 2027. Ce sera centralisé. C'est ça, exactement. Exactement, c'est ce qu'on va voir. Après, rien n'interdit les fournisseurs de laisser sur leur espace Oui, on client peut un historique. On ne sait pas, enfin on ne les a pas consultés pour savoir s'ils allaient laisser un doublon, mais en tout cas, eux, ils sont obligés d'émettre. Est-ce qu'ils vont garder peut-être provisoirement une phase de transition sur lesquelles, etc. Et à terme, est-ce qu'ils le garderont? Je ne sais pas. Ça dépend de leur processus. Quand vous parlez d'émettre, peut-être je prends un peu d'avance, je ne sais pas, c'est juste pour le B2B ou c'est aussi pour le B2C? Moi, si j'ai un particulier et qu'aujourd'hui je fais une facture, souvent il me dit je ne la veux pas, donc ça va pour ma comptable, mais je ne la vois pas. Il faudra quand même que ça aussi, avec le client particulier, ça passe par cette plateforme, je ne sais pas. Le B2C est aussi concerné par la réforme de la facture électronique. C'est ce qu'on va voir sur ce schéma-là. Donc, vous avez super bien fait la transition. Merci. Donc, sur ce schéma, déjà dans un premier temps, donc c'est pour répondre à votre question, vous avez deux notions clés sur la réforme. C'est le e-invoicing, donc la facture électronique, en B2B, donc de professionnel à professionnel. Quand il s'agit d'une facturation entre un professionnel assujetti et un particulier, on va parler de e-reporting. Qu'est-ce que le e-reporting? En fait, ça va être un fichier avec le détail des transactions que vous aurez effectuées avec vos clients particuliers. Et ce fichier-là sera transmis à l'administration fiscale. Vous avez dit si on est soumis à la TVA? Si vous êtes assujetti à la TVA, vous rentrez dans le cadre de la réforme, que vous payez de la TVA ou non, vous rentrez dans le cadre de la réforme au vu de l'activité. Donc, pour le B2C, vous serez concerné en e-reporting de facturation et e-reporting de paiement. Donc, en fait, l'administration fiscale va capter les informations de transaction, donc de vente, et aussi de paiement pour le B2C. Donc, en fait, ça remplace ce qu'on a actuellement en tant qu'entreprise, le livre de recettes. On est obligé de tenir. Oui, avec la plateforme à créer, effectivement, vous allez être en conformité puisque vous aurez un logiciel de vente ou de caisse qui est conforme à la facture électronique et du coup, effectivement, cette obligation légale de tenue de recettes sera remplie. Oui. Quand on parle de l'obligation de septembre 2027, est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer demain? Oui, c'est plus tard. Oui. La phase de test a déjà démarré. Parce que demain, on peut se dire on va tout basculer progressivement. Oui. On ne va pas attendre septembre 2027. C'est ce qu'on vous conseille d'ailleurs, c'est de ne pas C'est ce qu'on attendre. conseille. Si vous êtes prêt avant, vous pouvez. Alors vous pouvez être prêts. Les plateformes, elles sont toutes neuves. Hein, plus ou moins. Voilà. Elles sont toutes neuves, les plateformes. Il y a des tests. Allez-y. J'ai une question. Par exemple, j'ai des boutiques en ligne. Donc, si le client, par exemple, l'achète via ma boutique, donc je lui envoie une facture via cette plateforme. C'est ça, Sur la boutique en ligne, si vous demandez une facture, vous pourrez effectivement continuer à lui envoyer une facture sur le B2C.
Mais dans tous les cas, vous avez l'obligation de faire un e-reporting de transactions et de paiement avec les particuliers. Donc ça, après, ce sera à voir par rapport au site internet que vous utilisez, la plateforme que vous utilisez, et pour que ce soit le plus automatisé possible, quoi. Et Voilà. si les réponses, je le ferai à chaque transaction ou par mois ou C'est une Je vais y revenir. Très bonne question. Tu veux répondre? Oui. Oui. Le Le e-reporting de transaction, la fréquence dépend de votre régime de TVA. Si vous êtes en TVA mensuel, le e-reporting de transaction est attendu par l'administration fiscale tous les 10 jours. Donc, il faut que ça soit automatisé parce que sinon, c'est compliqué manuellement à le faire. Si vous êtes en TVA annuel, c'est tous les mois. Et en franchise, c'est tous les 2 mois. Et pour le B2B sur le site internet, du coup, il y a facture électronique, c'est le e-invoicing. Moi, j'ai pas compris quelque chose. C'est normal. Non, mais est-ce que la plateforme va générer la facture? Ou est-ce que nous, on envoie la facture et ensuite elle est diffusée? C'est une très bonne question. La plateforme ne va pas générer la facture. Ça va être le logiciel de vente ou de caisse qui va être soit mis à jour, soit vous allez devoir changer de logiciel concrètement. Voilà. Pour être connecté à une plateforme agréée qui capte les données et envoie les données sur, voilà, on va le voir, administration fiscale, à la plateforme du client, etc. Donc il y a une grosse... C'est une sorte de boîte Oui. virtuelle. C'était ma question tout à l'heure. Ouais. On va vous expliquer le schéma. On explique le schéma et peut-être que ça vous y verra un peu plus clair. Donc, si on prend l'exemple, vous êtes l'entreprise A, vous voulez facturer votre client B. On est dans le B2B pour le moment. Donc, vous faites votre facture sur votre logiciel de facturation. Il faut que votre logiciel de facturation soit connecté à la plateforme agréée que vous allez choisir. Il y a des plateformes agréées où vous pouvez faire directement vos factures dessus et ça se fait automatiquement. Il y a des plateformes qui sont reliées automatiquement au logiciel de facturation. Vous faites votre facture ici, donc elle est envoyée sur la plateforme agréée. La plateforme agréée, elle va venir interroger ce qu'on appelle le PPF, le portail public de facturation, qui est le concentrateur de données, l'annuaire de l'État. Dans cet annuaire, l'État a recensé toutes les plateformes qu'utilisent toutes les sociétés. Et donc, votre plateforme va venir interroger automatiquement le PPF. Le PPF va dire le client B est sur la plateforme Intel. Il va renvoyer l'information. La plateforme envoie la facture à la plateforme de votre client B. Votre client B se connecte, il va reprendre sa facture. Dans le même temps, donc, une fois que votre plateforme va envoyer en même temps les données de facturation à l'administration fiscale ou le e-reporting de transaction si on est en B2C. L'administration fiscale, elle va recevoir les données ici. Donc ça se fait de manière automatique. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de faire votre facture sur votre plateforme et ensuite, forcément, d'être inscrit dans l'annuaire, ça va se faire quand vous aurez choisi votre plateforme et ensuite, ça se fait automatiquement. Donc le schéma, c'est celui-ci. Et on a la même chose au niveau des données de paiement. Ou pareil, pour les entreprises qui sont des prestataires de services qui collectent la TVA sur les encaissements, l'administration fiscale, le but, en fait, c'est de connaître la TVA, quand est-ce qu'elle est exigible, pour quel montant. Et donc, quand vous allez faire votre facture sur votre plateforme, vous allez aussi devoir mentionner quand cette facture est payée. Et c'est cette information qui est transmise également à l'administration fiscale pour qu'elle ait l'information du montant de la TVA et à quel moment la TVA est due. Alors, ça peut être les deux cas. Vous pouvez très bien le faire. On peut très bien, nous, s'en occuper aussi. Ça va dépendre. Quand vous faites la compta actuellement, vous pointez. Pour préparer la TVA, vous pourrez imaginer que ça fait partie de votre mission. Tout à fait, le e-reporting de paiement, c'est de ça dont on parle, voilà, effectivement, il va y avoir plusieurs façons de s'organiser avec l'expert comptable entre qui fait quoi. Il va y avoir aussi une histoire de valider les factures, de refuser les factures, de valider le paiement, etc. Donc, il va y avoir plusieurs tâches qui sont soit faites par l'expert comptable, soit par le client. Effectivement. Ça veut dire indirectement Alors, effectivement,
Le but, Alors, pour l'instant, la déclaration de TVA ne sera pas pré-remplie, mais c'est leur but à terme de pré-remplir une déclaration de TVA et de réduire la fraude fiscale de TVA en France qui est certainement assez lourde. Et l'Italie, notamment, qui est passée à la facture électronique, a récupéré beaucoup de TVA depuis. Oui. Alors, vous parliez de simplification, ça va simplifier les futurs contrôles d'administration fiscale. C'est tout. Si on peut résumer. J'ai parlé de. Voilà. Ils sauront où aller chercher, parce qu'ils ont un peu les niveaux de contrôle, c'est le PPF, c'est l'annuaire. Si quelqu'un n'est pas dans l'annuaire, il peut aller être directement contrôlé. Et puis ensuite, s'il y a trop d'anomalies, ben, on va déclencher le contrôle. Donc, c'est intéressant pour le cibler. Le fait que ce soit l'Italie qui soit parmi les pays qui sont passés les premiers à la facture électronique, c'est pas pour rien. Voilà. La Grèce, alors, je sais pas où ils en sont, la Grèce. Je crois qu'ils ont avancé aussi sur le sujet. oui. Non, il y a trop de fraude à la TVA aujourd'hui. Il y a trop de fraude à la TVA avec des gens qui collectent de la TVA et qui n'en reversent pas. C'est un sujet très important en termes de financement. Est-ce que dans les métiers à respecter, après, je remonte sur la question que vous avez posée. Il y a cette fameuse période transitoire. Là, Oui. Un exemple concret, moi, j'ai pas l'obligation d'émettre, et mon client n'a pas forcément l'obligation de recevoir. Est-ce que c'est judicieux de l'anticiper? Si oui, comment ça se passe? Si mon client, lui, n'a pas anticipé, comment on fonctionne? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Pour l'instant, effectivement, il y a des phases de test. Vous avez la possibilité d'émettre des factures électroniques avant que ce soit obligatoire. Mais vous, vos clients n'ont pas l'obligation de la recevoir. Donc, ça va être en fait, si vos clients veulent bien tester avec vous, bah, vous pouvez tester la facture électronique avec eux. Si des clients refusent de tester la réception de votre facture électronique, mais théoriquement, au 1er septembre 2026, tout le monde va pouvoir recevoir. Donc, si vous voulez tester avant, normalement, vos clients, ils auront choisi une plateforme agréée de réception pour recevoir les factures électroniques des réseaux télécoms et par exemple d'énergie, parce que toutes les entreprises sont assez concernées par ces charges-là. Et donc, je pense qu'effectivement, ce sera possible de tester avant, si vous avez envie de vous y mettre avant, de ne pas attendre le gros rush et de tester votre logiciel, de tester comment ça marche, ne pas d'être dans l'anticipation, on vous le recommande. Mon marché public. Je souffre déjà énormément avec Chorus. Ça vient de quoi, Chorus Pro? On a mis un temps dingue pour apprivoiser cette plateforme. Ça va être obsolète. Chorus Pro, c'est ici en fait. Ça va être la plateforme B de votre client. Vous n'aurez plus manuellement à venir déposer sur Chorus. Ce sera votre plateforme qui s'en chargera. Votre plateforme va interroger l'annuaire et va diffuser sur Chorus Pro. Vous aurez moins de problèmes normalement. C'est l'objectif. On travaille avec Bordeaux Métropole, on a affaire à Ediflex, c'est aussi tout un moment. Vous connaissez peut-être, non? Non. Pire que Chorus. Ok. Je suis désolée. Il y a pire que Chorus. Le transfert entre A et B, nous, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que B a choisi. En fait. Non. C'est le PBF qui s'en occupe. Exactement. Tout à fait. Nous, on a juste à choisir notre plateforme agréée et mettre les factures. J'imagine mettre le mail du client et ensuite tout ça. Ouais, ce sera une adresse de facturation électronique qui sera normalement le SIREN, le nom de l'entreprise et le code. Chaque plateforme a un code d'immatriculation avec le code d'immatriculation de la plateforme. Il y a par exemple une facture et puis des raisons diverses, on doit réémettre un avoir. C'est le même principe. Vous faites votre avoir, exactement. En fait, vous faites votre avoir, l'avoir est transmis en même temps à l'administration fiscale. Ils ont l'information que la facture est annulée. Vous refaites une facture derrière. Pour ça, ça ne change pas votre méthode actuelle.
Normalement, ce sera plus possible de supprimer une facture. Ça devrait De déjà plus modifier être une possible. facture après l'envoi. Hein, Pas pour ceux possible. qui le font encore. Donc, Voilà, voilà. dans l'administration fiscale, il y a toutes ces notions de TVA, mais encore une fois, pour moi qui suis au statut de micro-entreprise, est-ce que là-dedans, il y a aussi URSSAF, déclaration de SAF, etc. Non. Donc, ça va Non. nous faciliter la tâche ou pas du tout? Non. Ok, c'est pas prévu. Après, peut-être que la plateforme vous donnera des données, enfin, c'est sûr que la plateforme vous donnera des données qui vous seront utiles et beaucoup plus automatisées que ce que vous aviez sur votre mode de fonctionnement actuel. Donc, c'est censé quand même vous simplifier un minimum la vie, même si tout n'est pas automatique pour l'instant, mais on peut l'imaginer plus tard. Que les impôts transmettent à l'URSSAF pour les micro-entreprises. On peut l'imaginer. Il y a quand même un point sur les encaissements qui Mhm. m'échappe. Oui. Pour moi, c'est un flux à part. Tout à fait. Oui, c'est un flux qui est Il différencié va de la falloir facture. que cette plateforme-là capte les flux de paiement. Donc, comment sûrement connecté au logiciel comptable qui a les encaissements. Voilà. Ou sinon, vous devrez rentrer manuellement sur votre logiciel de vente, facture encaissée, facture encaissée, facture encaissée. Je pense pas. Le mieux, c'est que la captation vienne du logiciel de compta pour les flux de trésor. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut bien communiquer avec son expert comptable sur la plateforme qui va être choisie pour que ce soit compatible au logiciel de compta et à votre logiciel de facturation ou de caisse. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit l'expert comptable qui agrège tout ça pour simplifier les flux? Oui, on peut imaginer que l'expert comptable vous simplifie la vie, c'est même très bien. Et les plateformes, elles sont payantes, c'est ça? Les plateformes sont payantes, effectivement, le coût d'une plateforme, ils ont dégagé des coûts de développement de 6-7 millions d'euros. Et donc, peut-être que certaines plateformes vont faire une offre attrayante sur une base gratuite, mais avec des options mirobolantes. Mais pour l'instant, les plateformes, ça y est, commencent à sortir enfin les tarifs et les durées d'engagement. Et elles sont la majorité payantes. Dans le projet bêta, le gouvernement avait prévu que ce soit lui qui crée une plateforme gratuite. Ça, c'était il y a 2 ans. Ils ont abandonné l'idée. Ils voulaient utiliser Chorus pour le transformer. Ah, pardon. Et du coup, ils ont abandonné l'idée. Donc maintenant, ils ont dit que ce sera le domaine privé. Donc tous les privés doivent développer des plateformes et l'État se charge juste de les agréer. Le Chorus continue d'exister, mais en fait, au début, Chorus devait tout absorber, mais n'est pas capable de tout absorber. Du coup, l'État s'est dégagé de mettre Chorus et fait supporter le coût des plateformes aux entreprises. Dans le cadre d'un centre jugé du B2C, dans le cadre de l'activité, j'ai même une facture à destination du client final, donc le particulier, mais cette facture-là, je l'envoie à un notaire, réglée par le notaire. Comment ça se passe? Je pense que ça doit faire partie des 42 cas d'usage. Il y a des cas d'usage très spécifiques sur tous ces points-là. On peut noter la question et je reviendrai vers vous. En principe, c'est du B2B. C'est du B2C. C'est du B2C. Oui, après, ça peut être c'est un tiers payeur. Voilà. Je sais qu'il y a un cas comme ça spécifique où c'est un tiers payeur qui n'est pas le client final, qui est pris en compte par l'administration fiscale. Si c'est du B2C, que le paiement vienne du client ou d'un intermédiaire, pour moi, ça reste du e-reporting. Ça reste du e-reporting de paiement. Et donc, ça vient des flux de trésorerie d'encaissement. Et du coup, ça reste... ça vous parle ou je réexplique? Après, s'ils font la TVA que je génère, c'est pas le client final qui va payer. Oui. La TVA, donc je sais pas comment ça se passe. Eux, ce qu'ils vont capter, c'est quand est-ce que vous devez payer votre TVA, en fait. Et du coup, avec le e-reporting de paiement, quand est-ce que cette facture-là sera payée, ils sauront quand est-ce que vous devez la TVA. Eux, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est quand est-ce que cette facture, elle est payée. Oui, tout à fait. Mais c'est pas le notaire qui peut déduire la TVA de son côté.
Donc, pour moi, lui, il n'a pas d'obligation et il n'a pas de manip à faire. C'est vous, de votre côté, le e-reporting et de déterminer la date à laquelle la facture a été payée pour que vous puissiez collecter la TVA. Ben, la facture, elle est à destination du particulier. La facture, elle est à destination du particulier. Voilà. Bon, cette facture-là, elle va aller chez le notaire. Oui, mais je sais pas comment ça se fait. Mais lui, il fait séquestre. Ouais. Vous, ce qu'il faut retenir, c'est que quand c'est du B2C, c'est du e-reporting de transaction et du e-reporting de paiement. Donc, l'administration fiscale va capter, vous êtes en TVA mensuel. Du coup, tous les 10 jours, l'administration fiscale va capter vos ventes et va capter vos paiements, vos encaissements. Voilà ce qu'il faut retenir sur du B2C. Et même les petites associations, ils vont y passer parce qu'on travaille beaucoup Alors, avec les associations sans objet commercial ne sont pas concernées par la facture électronique. Comment on fait quand on facture? C'est pareil, du coup, effectivement, ça reste du e-reporting sur du coup l'administration fiscale sur le voilà quand c'est pas du e-voicing, du B2B, c'est comme du B2C quand vous facturez à des associations, l'administration fiscale va capter du coup vous êtes en TVA Mensuel. annuel. Du coup, c'est tous les C'est mois. tous les mois. Où l'administration fiscale va capter vos ventes et va capter vos encaissements. Si. Pour l'instant, si. Pour l'instant, le système, pour l'instant, c'est de la captation de flux, en fait, de flux de vente et de flux d'encaissement. Pour l'instant, le système-là n'est pas en mesure de pré-remplir la déclaration de TVA. Mais il va essayer. Le problème qu'on a, c'est qu'on a deux régimes, comme vous le savez, en France, la TVA sur les débits et la TVA sur les encaissements. Et ça, c'est difficile à gérer pour Bercy. Donc, on s'attend à ce qu'un jour, la TVA sur les encaissements risque de disparaître. Ce qui est un gros problème pour les prestataires de services. Oui, parce que ça a amené à payer la TVA plus tôt. Ils en avaient déjà parlé il y a 2 ans. Ils ont voulu à un moment donné uniformiser les régimes, mais ça a été abandonné pour l'instant. En gros, tu as une facture, boum, tu vas payer la TVA. C'est le cas actuellement de ceux qui vendent des marchandises. Ils sont sur de la TVA sur les débits. Dès qu'ils émettent une facture de vente, ils doivent payer la TVA avant même d'être payés. Ouais. D'autres questions? Le schéma est clair, le système, le fonctionnement. Un schéma. On a une idée du coup, ça peut être pour l'instant entre 5 € et 50 € mensuels. Ça va dépendre surtout du volume de facture à gérer. Ça dépend de la plateforme que vous choisissez. Est-ce que vous choisissez une plateforme toute simple qui vous permet juste de recevoir et d'émettre vos factures, ou alors est-ce qu'il y a des options qui sont ajoutées? Vous avez un suivi mensuel du budget, de l'activité. Faut se rendre compte que les plateformes, elles vont aussi tirer leur épingle du jeu de cette réforme-là, où elles vont pouvoir avoir tous les flux, que ce soit achat, vente et peut-être banque, donc d'avoir des suivis peut-être plus poussés sur la plateforme. Donc, si vous avez une plateforme avec beaucoup d'options, elle va peut-être coûter plus cher qu'une plateforme toute simple. Aujourd'hui, tous les logiciels se décomposent. Les logiciels de facturation, s'ils ne sont pas conformes à la facture électronique, ils sont morts en définition. Donc, tous les éditeurs de logiciels sont en train de travailler sur ce sujet-là. On est obligé d'avoir un logiciel de facturation. Oui. Alors oui. Ah bon? Oui. Sinon, on ne pourra pas. Si on adopte une appli, Si je développe
un site qui générait des factures. C'est une bonne question. Il faudra mettre des factures à un moment donné, notamment si Il faut émettre des factures au format électronique. Oui, mais il faut que le logiciel il soit adapté à la réglementation. C'est-à-dire que si c'est des factures en B2B, il doit être capable de passer par le système. La génération de la facture. Alors, non, une facture électronique, c'est un PDF plus un fichier XML. D'accord? Par définition. C'est nomenclaturé, ça. Oui, Ah oui. c'est normalisé. Oui, un cahier des charges. Ouais, voilà. Donc ça, Le Excel et le Word vont disparaître. Voilà. Ça passe dans la moulinette unitaire. Mm. Donc, à un moment donné, La facture électronique doit répondre à beaucoup de critères, de telle sorte que c'est difficile de créer son propre logiciel pour répondre à tous les critères de la facture électronique. C'est-à-dire que tous les sites web C'est- qui génèrent des factures vont être obligés de modifier leur système de facturation. Ils vont devoir. Après, ils sont souvent derrière les systèmes, enfin les sites internet, il y a du marketplace, Shopify, etc. Et donc, tous ces systèmes-là vont devoir effectivement être en capacité de répondre aux obligations de la facture électronique, que ce soit du B2B, du B2C, etc. Concrètement, ça va changer quoi pour les sociétés par rapport à maintenant? Est-ce qu'on va avoir un surplus de trucs? Ça va être géré par le sud d'Aquitaine, mettons. Concrètement, nous, on pense qu'à terme, ça va vous faire gagner du temps parce que les factures papier, les différents envois, si c'est par mail, par papier, refaire une facture, voilà. Mais il va y avoir une transition sur laquelle ça va prendre plus de temps, effectivement, de se former au logiciel, de se former à la nouvelle procédure. Mais après, vous êtes censé gagner du temps, de la sécurité juridique, puisque du coup, tout sera surveillé par l'administration fiscale, etc. Donc, si par exemple, on va le voir peut-être plus tard, mais votre fournisseur il accepte votre facture, il est obligé de vous payer. Enfin, ça donne un petit peu de la sécurité sur la date de la facture, la date de la prestation des travaux, et du coup, le délai légal de 60 jours, il doit vous payer dans les 60 jours. Donc, concrètement, normalement, ça doit vous faire gagner du temps et vous allez pouvoir exploiter aussi mieux vos données, puisque tous les logiciels seront aptes de vous extraire plein de données et donc de pouvoir faire pas de la compta analytique, mais beaucoup plus de réflexion sur la gestion, sur l'exploitation des données, voilà, de tableaux de bord, etc. quoi. La donnée qu'il y a sur vos factures sera directement exploitable. Aujourd'hui, vous avez une facture papier, ce qu'il y a à l'intérieur, vous ne verrez pas. Même si on le passe en OCR, on n'utilise pas forcément tous les éléments. Demain, par exemple, on pourra alimenter une gestion de stock directement en exploitant la facture électronique, puisque par définition, il y aura le nombre, la quantité de produits qui ont été livrés, les références, le prix unitaire, donc tout ça, on pourra incrémenter un logiciel de gestion directement à partir des données qui sont sur la facture électronique. On pourra avoir des stats quantitatifs par produit, la consommation, le nombre de pièces de référence que vous avez achetées, tout ça, on pourra l'exploiter. Comment on va gérer des surplus en prestataire? Donc, quand je vends une prestation avec un produit, je vends un produit théorique, il arrive pour me déplacer les quantités, tout ça, mais en fait, dans la facture, on ne le détaille pas. Alors, en général, si, c'est-à-dire que quand vous dites je fais une prestation et en fait ma prestation a été plus longue, soit il y a un complément, une ligne supplémentaire sur la facture par rapport au devis, soit vous avez fait un devis en heures et le nombre d'heures que vous avez passé réellement va être différent de celui que vous avez mis dans le devis de départ. Mais ça va vous permettre. C'est la facture. Après, ce qui s'est passé avant, ça ne concerne pas la facture. Souvent, on transforme le devis en facture, mais il peut y avoir des modifications. Donc, des travaux supplémentaires, des moins-values pour évoquer le bâtiment. Pareil, si le client commande des choses en plus ou change la quantité, vous allez facturer la vraie quantité. Ça va vous permettre de mieux suivre voilà, ces dérives-là. Voilà, effectivement de suivre mieux vos marges par chantier, par exemple, et de pouvoir donner des actions correctives et de suivre plus rapidement, plus facilement toutes ces histoires de rentabilité par client, par chantier, par produit, par service, etc. Si vous exploitez la donnée qui est exploitable, puisque toutes vos factures d'achat et de vente seront sous le même format.
Donc, on va facturer au forfait. Vous pouvez facturer au forfait. On peut facturer un forfait. Oui, bien sûr, vous pouvez continuer voilà, à facturer au forfait, en régie horaire, tout ce que vous faites actuellement. Mais après, voilà, c'est pour exploiter, parfois plus c'est détaillé, plus l'analyse peut être fine derrière. Un autre exemple qu'on va avoir, c'est par exemple sur, dès lors que vous avez validé une facture, c'est que vous êtes d'accord sur le contenu de la facture et le montant TTC qu'il y a sur la facture, mais vous êtes aussi d'accord sur la date de paiement. Donc à partir du moment où vous avez validé un lot de factures, on pourra générer des virements automatiques. Donc vous pourrez payer vos fournisseurs de manière automatique, au lieu par exemple de faire des virements individuels comme vous faites aujourd'hui. Ça, c'est des prélèvements. Alors, ça peut être des prélèvements, mais c'est encore mieux. il y a beaucoup d'entreprises sur lesquelles on reste en virement. Et là, on peut automatiser la chaîne de virement. Oui. C'est ça, c'est dans le cas où vous évoquez les paiements des fournisseurs. Oui, les paiements des clients. Les paiements des clients, normalement, non. C'est un process. Le process ne sera pas différent d'aujourd'hui. C'est soit il y a des autorisations de prélèvement, et dans ces cas-là, vous prélevez vos clients. Donc, c'est le cas, par exemple, pour tous ceux qui ont des clients qui sont récurrents, sur lesquels le gars qui fait de l'entretien de jardin, par exemple, celui qui a un contrat d'entretien de jardin, il va faire ses factures tous les mois et il va prélever ses clients. Là, ça ne changera rien. Par contre, il pourra être payé plus facilement par ses clients si son client lui-même a automatisé le système de paiement de ses fournisseurs. L'obligation de paiement, je ne comprends pas comment ça se passe. On est obligé de faire payer. Alors, par contre, il y a des contrôles. Là, ce qui peut changer éventuellement, c'est le contrôle par l'administration du respect des délais de paiement effectifs. On a eu 2-3 grosses entreprises qui ont été alignées par Bercy parce qu'ils ne respectaient pas les délais de paiement prévus par la loi. Dans le cadre de la LME, il y a des délais maximum de paiement et les entreprises ne le respectaient pas. Là, dès lors que Bercy sera au courant de ce qu'il y a sur les factures et de la date à laquelle a lieu le paiement réel, on peut imaginer qu'ils pourront identifier des mauvais payeurs par ce biais-là. Donc des gens qui ne respectent pas la loi. Et dans ces cas-là, il y a des sanctions qui peuvent s'appliquer. Je pense que ce process automatique peut être intéressant pour notamment les petites entreprises. Comme ton facturant particulier, ça sera pareil. Ils ne respectent pas les paiements. Non, ce sera plus difficile. Les paiements, ils sont normalement interentreprises. C'est dommage. Le plus simple, c'est quand on fait une prestation à un particulier, c'est quand on a fini la prestation, de lui remettre la facture et de partir avec le chèque. Faire un TPE pour. Oui. Dans le cadre de la réforme, il y a aussi une autre composante qui est obligatoire, c'est la gestion des statuts. Ce que l'administration fiscale entend par la gestion des statuts, c'est que pour le moment, il y en a 4 qui sont obligatoires, donc toutes les plateformes gèrent automatiquement. C'est quand la facture est déposée, quand elle a été validée par vous ou quand elle a été refusée et quand elle a été payée. Ces 4 statuts-là, il va falloir les suivre sur la plateforme. Donc, encore une fois, c'est soit c'est vous qui vous connectez sur votre plateforme et donc quand vous recevez une facture de votre fournisseur, vous venez mettre si elle est validée ou rejetée. Si elle est rejetée, il faut qu'il y ait un motif. Peut-être que c'est litigieux, il manque un produit, il y a un produit en plus, mais il faut donner le motif. Si elle est rejetée, cette facture, l'information du rejet remonte à l'administration fiscale, donc ça met en attente le paiement parce que elle est litigieuse et elle remonte également à la plateforme de la personne qui vous a envoyé la facture. Donc ça, c'est important d'avoir en tête qu'il va falloir gérer ces statuts-là. C'est de la même manière quand vous recevez une facture aujourd'hui, vous regardez, vous la validez, mais vous ne le formalisez pas. Vous dites, bon, ok, ça c'est bon, ou vous tamponnez peut-être. Là, ce sera vraiment un formalisme sur la plateforme directement. Et ensuite, quand elle est payée, donc pareil, c'est soit il y a un lien avec la connexion bancaire qui se fait en automatique avec une réconciliation, soit au niveau de la compta, nous, on est capable de venir dire, bon, on a le paiement en banque, on sait à quelle facture ça correspond, ou soit ça se fait manuellement s'il n'y a pas de lien. Mais donc ça, il faut l'avoir en tête pour pouvoir choisir la plateforme, savoir comment est-ce qu'elle gère les statuts. Est-ce que ça se fait tout manuellement? Est-ce que c'est automatique, semi-automatique? Parce que ça, derrière, il y a un temps qui en découle, un temps de traitement. On va recevoir
Ça, je pense que ça va dépendre des plateformes. Tout à fait, ça va dépendre de comment vous allez paramétrer votre plateforme. Parce que Vous avez une là, je pense alerte. que vous allez pouvoir faire des alertes quotidiennes ou des alertes hebdomadaires. Voilà. Ça va dépendre de la plateforme et ça fait partie effectivement de… Mais il n'y a pas d'obligation, en tout cas dans le cadre de la réforme, que vous receviez un mail quand vous recevez une facture. C'est vraiment l'obligation, c'est la plateforme et ensuite c'est suivant ce que la plateforme propose, quoi. La plateforme, elle peut proposer un moyen de réaliser des factures. En général, elles ont prévu pour les petites entreprises qu'elles aient la possibilité de faire directement des factures sur la plateforme. Générer des factures, de mettre en place sur la plateforme pour les petites entreprises des outils de facturation. Mais ça va être des outils qui vont être très basiques. La plupart des entreprises, elles ont déjà un outil de facturation à elles et c'est cet outil-là qu'elles doivent continuer à utiliser et qui va être adapté à la facture électronique. En fait, soit vous allez avoir un logiciel de caisse et de vente qui existe déjà ou sur lequel vous allez changer et qui est connecté à une plateforme. Donc, du coup, ça se fait. Soit vous allez avoir un logiciel de vente qui est agréé plateforme électronique. Voilà. Là, pour le moment, début de semaine, on était à 101 plateformes agréées par l'État. Et ça bouge toutes les semaines. La conformité du statut. Dans la famille statut, il y a un statut de conformité. Est-ce que l'entreprise réceptrice peut considérer que la facture n'est pas conforme par rapport à des prestats, par exemple? Alors, oui. Oui. Là, on repart dans l'autre sens. Oui, voilà, exactement. Si elle n'est pas conforme, vous recevez sur votre plateforme un message, votre facture a été rejetée pour tel motif. Vous êtes d'accord, elle n'est pas conforme, vous faites un avoir, ça l'annule et vous la refaites correctement. La flèche, elle va dans les deux sens. Oui. Oui, on n'a pas mis les flèches sur les statuts. Oui. Très pertinent pour les prochains. C'est-à-dire que la transition, c'est une nouvelle plateforme à laquelle on va adhérer, là, on fera une facture. Donc, on va mettre en forme d'une nouvelle manière nos futures factures par le PA. Tout à fait, effectivement. Pas forcément, parce que si vous avez déjà un logiciel de facturation. Non. Je parlais d'Excel. Voilà, on parlait d'Excel. Donc oui, vous allez devoir choisir un logiciel de facturation qui est soit agréé, plateforme agréée, soit connecté à une plateforme agréée. À mon avis, dans votre métier, vous avez plutôt intérêt à avoir un logiciel spécialisé parce que vous avez des étapes. Et puis pas 300 factures par mois non plus. Oui. Mais il y a peu de chances pour que le logiciel fourni par la plateforme soit adapté aux spécificités de votre activité. C'est le problème. On facture à 20, 30, 40%. Mais vous inquiétez pas, on a des choses sous le coude. On a des solutions. Mais c'est pas lié à la plateforme. La plateforme, elle va permettre de faire, si ça peut être intéressant pour un auto-entrepreneur qui bascule, qui a besoin de faire quelques factures simples. C'était là où je voulais en venir. Par exemple, moi j'ai mon commerce, donc il me génère des factures. Ce que j'avais compris, c'est que, bon, j'ai pas de comptable, puisque je ne me trompe plus, donc je gère tout ça moi-même. Ce que j'avais compris, c'est qu'on doit avoir des factures qui se suivent en termes de numéros, de date, etc. Donc entre ce que je fais quand je suis sur un salon, où je vends des choses et je fais des factures sur mon manuel, je pensais que ça va être fini. Ce que fait WooCommerce sur mon site, etc., j'ai décidé de prendre MyFacturation et je me fiche de ce que fait WooCommerce, je facture tout sur MyFacturation, comme ça j'ai mes numéros, mes dates, et tout. Potentiellement, si j'ai bien compris ce que vous m'expliquez, MyFacturation va se bouger un petit peu pour être agréé ou relié à une plateforme agréée. Donc concrètement, moi, ma tâche, elle ne changera pas. Je facture sur MyFacturation, puis il y aura des clics qui vont m'emmener à envoyer aux entreprises par la suite quand je facturerai des entreprises. Tout à fait, votre logiciel de vente va sûrement se mettre en conformité pour être soit plateforme agréée, soit connecté à une plateforme agréée. Mais attention à l'obligation de réception des factures électroniques, parce que, par exemple, si MyFacturation n'est pas agréée n'est pas capable de recevoir des factures électroniques, à ce moment-là, vous aurez deux plateformes, une plateforme d'émission et une plateforme de réception. Sauf si on peut être connecté à la plateforme que vous avez choisie pour la réception. Ah, donc soit il fait les deux et j'ai intérêt d'y rester, soit il faut que j'aille choisir une plateforme qui fait les deux, parce que sinon ça va être une agace. Vous allez multiplier les coûts, parce que vous avez fait la plateforme, vous multipliez les coûts. Et vous serez à même de nous conseiller sur les plateformes. Alors justement, nous, la réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est justement
justement d'essayer de faire le point sur les plateformes. Et comme on le disait, il nous manquait un élément essentiel qui est la stratégie commerciale de la plateforme. Et ça a pas mal traîné parce que je pense qu'ils s'attendaient les uns les autres. Ils attendaient qu'il y ait certains qui se positionnaient par rapport aux autres. Pour l'instant, on n'a pas encore la vision complète, notamment des services et de la tarification que vont proposer les plateformes. On connaît la liste de celles qui ont été validées par l'administration fiscale, mais on attend que ces gens-là aient leur fonctionnalité et leur tarification. Là, sur les dernières semaines, ça a un petit peu bougé quand même. Sur la tarification, on a quand même des informations qui sortent sur, voilà, sur la tarification. Et donc, pour nous, il faut que chaque entreprise ait choisi une plateforme de réception au 30 juin, puisque cet été, les gens sont en vacances, il faut tester un petit peu avant. Donc, pour être prêt au 1er septembre, il faut qu'au 30 juin, la plateforme elle soit prête. Là, on le voit, ça bouge beaucoup. Déjà, début janvier, il y a eu les agréments définitifs. Là, février, pareil, ça a pas mal bougé au niveau des plateformes. Et là, il faut s'attendre que sur le mois de mars, ça bouge vraiment et qu'à partir d'avril, on puisse être en mesure d'inscrire les entreprises sur les plateformes et de commencer le flux voilà, pour que ça rentre dans les clous avant le 1er septembre. Donc, pour l'instant, on a du coup les informations sur les tarifs des plateformes, on les a pour les plateformes de réception. Mais notre but, c'est quand même d'harmoniser et d'avoir une seule plateforme en émission et en réception. Au lieu de choisir une plateforme maintenant pour l'émission, dans 6 mois ou dans 9 mois, rechanger ou en rajouter une autre. Donc, c'est un petit peu un casse-tête. Ça fait partie de notre travail. Non, il y a 101 plateformes et tous les experts comptables ne choisiront pas la même plateforme. Pour moi, c'est impossible qu'on ait une seule plateforme au sein du cabinet, puisqu'il y a tellement de logiciels différents entre les caisses, les ventes, les différents métiers, puisque chaque métier a son logiciel favori, on va dire, de facturation. Donc, voilà, il y a énormément de problématiques à prendre en compte pour choisir une plateforme. Par contre, l'ordre a une structure, ce qui nous sert aujourd'hui pour notamment les envois des liasses fiscales, qui s'appelle jdeclar.com, et sur lesquels ils ont prévu d'être dans la liste des plateformes qui sont agréées. Mais par exemple, leur plateforme, c'est pas celle qui a le plus de fonctionnalités. On le sait déjà. C'est ça. Voilà. Comment ça se passe quand on reçoit les factures étrangères? Alors, ouais, les factures. Ouais. Ça rentre pas dans le champ de la facture électronique. C'est ça, ça rentre pas dans le champ de la facture électronique. Pour l'instant, elles passeront par les canaux. Le mail, le papier. Sauf que 2030 au plus tard, tous les pays de l'Union européenne devront être passés à la facture électronique. Donc j'imagine qu'on recevra les factures italiennes par le même système. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et en attendant ça, quand on va recevoir ce genre de facture, il va falloir quand même faire un dépôt de façon à ce que ça soit. Il faudra venir le déposer manuellement sur la plateforme en achat. Non, pour moi, ça ne rentre pas dans la facture électronique. Il faut quand même la donner à votre expert comptable. Oui, voilà. Il faudra la déposer sur la plateforme Afidac. Il ne faut pas l'oublier. Pas passer par le circuit. D'accord. La facture électronique, c'est franco-français. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc, c'est ce que l'administration fiscale française veut tracer les flux français. Voilà. Donc, il faut retenir. Mais il s'intéresse beaucoup à la TVA intracommunautaire. Il y a aussi beaucoup de fraude. Donc, l'objectif, c'est quand même que tout fonctionne au niveau de l'Union européenne. Oui. C'est ça l'objectif à moyen terme. Donc avec la réforme, on a 5 nouvelles mentions qui vont devenir obligatoires sur vos factures de vente, à savoir donc le numéro sirène de l'entreprise, le numéro sirène de votre client. Donc là, il va falloir mettre à jour votre base de données à demander les numéros sirènes de vos clients si vous ne les avez pas. L'adresse de livraison si elle est différente de celle du client. La nature des opérations, donc livraison de biens ou prestation de services. Donc ça va pouvoir permettre de savoir si c'est une TVA sur les encaissements ou une TVA sur les débits. Et s'il y a une option du paiement de la TVA sur les débits. Donc c'est 5 nouvelles mentions qui deviennent obligatoires, soit au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, soit au 1er septembre 2027
pour tout le reste. Oui. Oui, il y a beaucoup de logiciels qui ont déjà ces mentions-là, mais qui ont déjà ces champs, mais parfois, ce n'est pas bloquant pour valider une facture. Là, ça sera bloquant. C'est clair que si vous oubliez le numéro sirène de votre client, la facture ne partira pas. C'est ça. Par définition, la plateforme ne saura pas vous l'envoyer. C'est votre plateforme qui va vous bloquer. Une des missions des plateformes, c'est de vérifier la conformité des factures déposées par leurs clients. Encore une fois, dans le cas particulier, le client est un particulier, mais c'est le fait qu'il paye. Qu'est-ce que je fais avec le numéro de sirène? Pas de numéro sirène, pour moi, c'est le client. Ça reste du B2C, sauf si tu vends un truc à un professionnel. Si tu vends un bâtiment professionnel, oui, là tu factures à un professionnel. Identification avec le numéro de sirène. Par contre, pour les autres factures, c'est des particuliers. Donc, il n'y a pas de numéro de sirène. Il n'y a pas d'obligation de mettre. Mais ils n'en ont pas, les particuliers. Oui, Non. Ça inclut l'obligation. Oui. Sur si c'est du B2C? Si c'est du B2C, effectivement, on n'est pas en e-voicing, on est en du reporting de transactions et de paiement. Tout à fait. Ça reste là les nouvelles mentions de la facture électronique. Très bonne remarque. Quand on facture un particulier qui n'a pas de sirène, ça se passe comment? Vous facturez sur votre nouveau logiciel de facturation. Et du coup, ça ne part pas en facture électronique, ça partira comme vous le faites actuellement par mail, sûrement. Voilà. Mais ce sera après du e-reporting. Ce sera du e-reporting. Donc, ce n'est pas du facture par facture, ça va être de la transmission. Vous êtes en TVA mensuelle de mémoire, donc ça va être du e-reporting de tous les 10 jours de vente et de transaction. Si je ne déclare pas encore de TVA, oui. Parce que je ne suis pas soumis, mais c'est pas comme ça qu'on dit. Redevable. Je fais ma facture comme d'habitude. À B2B ou B2C? B2C. J'envoie par mail à mon client. Comme d'habitude. Voilà. Mais par contre, rien du tout. Et par contre, vous avez une obligation de reporting tous les deux mois. En franchise de TVA, c'est tous les 2 mois. C'est le même cas. Oui. Ouais. Oui. Envoyer les données de transaction et de paiement tous les 2 mois. Ça, je vous en ai. D'accord, donc cette plateforme, il faut qu'elle soit à la fois émission, réception et e-reporting. Oui, mais ça, c'est une obligation. C'est dans le cahier des charges. Après, là où se pose la question, c'est la manière dont ils génèrent le e-reporting. C'est soit c'est relié et ils le font en automatique, vous n'allez rien voir passer, ou soit il n'y a pas de lien entre les factures ou la caisse, et là, c'est manuellement. C'est surtout cette question-là qu'il faut poser à la plateforme. Comment est-ce que le e-reporting se génère? Est-ce qu'il se génère de manière automatique ou pas? Et que dans cette plateforme, on aurait des modules de facturation intégrés. Donc là, si on saisit la facture directement dans ce module-là, on n'aura pas besoin de faire de reporting. Alors, si vous facturez à un particulier, le e-reporting devrait être fait. Après, la question, c'est est-ce que vous le faites manuellement ou est-ce que ça se fait en automatique? On imagine que ça va dépendre des plateformes, encore une fois. Pardon. Si, vous pouvez faire votre facture. Parce que dans la réforme, la facture électronique concerne, le e-invoicing concerne seulement professionnel à professionnel. Quand on est de professionnel à particulier, c'est du e-reporting. Donc, vous pouvez très bien faire votre facture, mais cette facture, elle ne sera pas transmise en facture électronique, elle sera transmise en e-reporting. Oui. On peut imaginer que la plateforme soit paramétrée pour faire le e-reporting. Oui, le but, exactement, c'est ce que je dis, ouais. Le but, c'est que votre logiciel de facturation soit adapté à la fois quand vous faites du B2B et du B2C. Voilà. Oui. Et que quand vous faites du B2C, vous facturez avec le logiciel de facturation et que ça se transmette automatiquement le reporting de transaction à l'État. C'est ça qu'il va falloir vérifier, c'est que si l'adaptation du logiciel de facturation remplit toutes les conditions. C'est-à-dire que l'idéal, c'est effectivement que ce soit automatique. Pas à vous préoccuper tous les jours, tous les mois, tous les 2 mois, de t'envoyer le truc. Moi, j'aimerais dans le cas où on envoie, c'est vous qui gérez la plateforme.
On peut tout à fait faire ça. Effectivement, ça va dépendre. Ouais, des fois, quand on peut pas être partout. C'est pour ça qu'il faut automatiser. C'est beaucoup d'informatique, ça. Hein. C'est beaucoup d'informatique. C'est des flux et c'est des données. Donc, C'est un problème de paramétrage. C'est un problème de paramétrage et de fonctionnalité existante. C'est de s'assurer justement que les logiciels ont évolué et que ça nous permet d'automatiser un maximum de choses. Par le biais de la plateforme, on aura une possibilité d'envoyer L'idée, c'est ça. Il y a des discussions pour que l'expert comptable apparaisse aussi dans l'annuaire. L'annuaire, pour l'instant, c'est un numéro SIRET et une plateforme. L'idée, c'est qu'il y ait une autre case qui soit la référence de l'expert comptable. Et dans ces cas-là, on peut imaginer que la plateforme en réception envoie à l'expert comptable le flux. Mais on recevrait dans ce cas-là un paquet de données, mais comme on sait les filtrer par le numéro SIRET, on sait à quel client c'est. On va voir arriver des tonnes de factures, mais après, on sépare les blocs en fonction du numéro SIRET. Normalement, on devrait pouvoir se connecter à votre plateforme. Comme on peut se connecter au logiciel de facturation et de caisse des clients pour avoir la donnée à l'origine. On n'aurait plus besoin de faire la tenue comptable. Alors si, la compta va continuer. Mais ça va être la récupération des factures qui va être beaucoup plus facile en fait qu'avant. Mais la comptabilité va... Alors, la tenue comptable, effectivement, va modifier à partir du moment où une entreprise tient sa comptabilité. On peut imaginer que le logiciel comptable soit adapté pour que l'écriture soit passée automatiquement. C'est pas le logiciel comptable, c'est la plateforme. Alors, dans laquelle on reçoit les factures d'achat qui est même de générer des écritures comptables qu'on puisse. Ouais, alors là, c'est encore un peu tôt. Ce sera plutôt. Un niveau comptable de fournisseur. Oui. Alors, pardon, on peut en théorie le faire à condition que la facture soit homogène. Alors, le problème qu'on peut avoir, c'est l'entrepreneur du bâtiment qui va chez Point P, qui achète des matériaux, mais il achète aussi une bétonnière. C'est un niveau des IMO et l'autre, c'est des achats. Donc l'automatisme, c'est bien, mais il faut quand même pouvoir paramétrer. Il y aura énormément de paramétrage, c'est clair. Hein. On va vérifier que l'informatique, c'est bien, mais si c'est mal paramétré, ça part de travers. Hein. En gros, une fois passé la conduite du changement et qu'on a à peu près compris tout ça, c'est censé nous faciliter la vie. Oui. Tout à fait. Moi, je pense qu'à moyen terme, ce sera positif. Il y a moyen terme. Je suis assez d'accord. Et ça fait une très bonne transition. Parce qu'effectivement, à terme, l'objectif, c'est de pouvoir gagner du temps. On récupère les flux de manière automatique. On automatise la comptabilité. Ça permet aussi une réduction des coûts. Le pré-remplissage futur de la déclaration de TVA, ce ne sera pas pour tout de suite, mais à moyen long terme. Et une sécurité quand même juridique. Tout sera formalisé et normé. Les factures sont scellées, les produits, donc il n'y aura pas de modification possible. Alors évidemment, ceux qui font des fausses factures dans la salle, c'est un peu embêté. Ça n'existe pas. Oui. Quelques points de vigilance, donc on en parle, l'adaptation de vos logiciels. Donc, il est vraiment urgent de se renseigner auprès des éditeurs de logiciels pour savoir qu'est-ce qui est prévu. Est-ce qu'il y a une connexion qui est prévue? Est-ce qu'ils sont plateforme agréée? C'est toutes des questions qu'il faut leur poser, les tarifs, s'il y a une durée d'engagement supplémentaire. Voilà, ce sont des choses sur lesquelles il faut s'inquiéter. C'est les logiciels, mais c'est aussi des caisses. Hein. Oui. Caisses. Pour ceux qui ont des commerces, les caisses enregistreuses ou les logiciels de caisse qui sont sur les ordinateurs, ça doit être adapté aussi. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de plateformes qui sont compatibles avec les caisses. Hein. Ils sont très, très en retard sur les caisses. Ils sont plus en retard que les éditeurs logiciels. Les vendeurs de caisses sont plus en retard que les... Oui. À prévoir donc le choix d'une plateforme de réception et d'émission.
Et après, formation des équipes en interne, les personnes qui font la gestion administrative, la facturation, les relances clients. Ce sont des personnes dans vos équipes qui devront être formées au nouveau logiciel, à la réforme. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à prévoir dessus. Et donc après, les risques d'une facture non conforme, c'est qu'elle soit rejetée. Donc, impact sur la trésorerie, la facture n'est pas payée tout de suite parce qu'elle a été rejetée, vous devez la refaire, ça prend du temps, donc le règlement arrive plus tard que ce qu'il aurait dû être. C'est-à-dire qu'une facture non conforme n'arrivera jamais chez votre client. Oui. Jamais. C'est bloqué en compte. Néanmoins, la TVA sera déjà prélevée puisque ça sera déjà payé. Alors normalement non, parce qu'elle n'est pas censée arriver à verser aussi. Elle est censée être Oui, elle est bloquée. au niveau De votre plateforme. Ouais. Pas au niveau plus loin. En plus de tout ce qui reste et du format, c'est beaucoup de choses. Le format XML plus PDF, crypté, etc. S'il est agréé plateforme agréée, normalement, il est censé vous bloquer si la facture est non conforme. Il va vous bloquer. Nous, on voit quand même encore beaucoup de factures qui ne sont pas conformes. Pour quel motif? Parce que toutes les mentions obligatoires n'y sont pas. Mais c'est souvent ceux qui ne sont pas sur des logiciels qui répondent aux normes fiscales. Ou alors la personne va vous obliger. Normalement, il devrait l'obliger sur les stores. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Normalement, si le logiciel est bien fait, il doit générer une anomalie bloquante. Au lieu d'envoyer le truc avec l'anomalie. Oui, rouge. Ouais, voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas choisi de plateforme? Ah, très bonne transition. Oh, magnifique. Alors, ce qui se passe, le non-choix de la plateforme, c'est la dernière ligne. Donc, c'est une amende de 500 € au 1er septembre 2026, suivie d'une amende de 1 000 € tous les 3 mois, tant que vous n'avez pas choisi de plateforme. C'est vous qui nous suggérez des plateformes. Oui, mais après, il faut qu'on fasse un sujet, il faudra quand même agir. Il faudra signer, on ne va pas signer pour On ne vous. peut pas signer le contrat pour vous. Oh, j'ai vu les montants, ça va. Et donc, si vous ne désignez pas une plateforme de réception, vous pouvez aussi ne pas recevoir vos factures d'achat à terme et du coup ne pas pouvoir déduire la TVA déductible qu'il y a sur les factures. Ça, c'est une vraie obligation. Ah oui, c'est Ça, c'est une vraie obligation, oui. Les sanctions financières sont très lourdes. Ouais, elles sont très très lourdes. Très, Ils très les ont lourdes. durcies là sur la loi de finances 2026. Et sachant que l'administration pourra très facilement identifier Ah oui. ceux qui n'ont pas choisi de plateforme, puisque par définition, il apparaîtra en face de leur numéro SIRET dans la plateforme, il n'y apparaîtra rien. Donc, Annuaire des entreprises, sirène, pas de plateforme, paf. Ah bah, ouais. Vous allez recevoir. Non. Non, mais je pense à tous les autres entrepreneurs, Oui. C'est pour ça qu'on en a communique. par exemple. En mode, Ils ont moi je peur. m'en fiche, je suis pas en B2B parce que C'est ça. moi, mes copines, en fait, si Hmm. hyper concernées, C'est ça. la réception, Oui, oui. La réception, c'est pour tout le monde. La réception, c'est pour toutes les activités économiques. une entreprise, Ouais. Oui. faut avoir fait ça, sinon un Ouais. En réalité, Il dans les textes, y a aussi les micro-entreprises, mais il y a aussi les SCI, les LMNP. les holdings. Tout le monde doit passer par la plateforme de la réception. Oui. Sur les activités économiques. Pas la TVA. Oui. Alors qu'il y a une activité économique. Ça permet de tout tracer. Oui. Oui, bien sûr. C'est ça, il ne faut pas les choses à moi. Elles sont concernées. On paye un paquet d'art quand même à Bercy. Pour retenir numéro sirène, facture électronique, au moins en réception. Tout ce qui est en réception. Moi, si je mets dans le cas de mon agent commercial, par exemple, pour moi, donc je donne 50% de la commission. Ouais, ça dépend. Et dans ce cas-là, je vais lui émettre une facture électronique. C'est elle qui va le faire. Donc en fait, au 30 juin, au 30 septembre, il faut qu'elle ait déjà aussi
Pour l'instant, si elle n'a pas 250 salariés, elle ne va pas vous faire des factures électroniques. Non, mais sa facture, elle va émettre des factures normales. Elle peut émettre des factures normales au sens Traditionnel. jusqu'au 1er septembre 2027. Par contre, au 2 septembre 2027, là, c'est fini. Elle envoie une facture électronique. Pour moi, c'est un fournisseur. Oui. Et vous allez continuer à recevoir sa facture comme elle le fait habituellement. Ouais. Parce qu'elle n'a pas d'obligation. On recevra les factures des grosses entreprises et ceux qui ont migré plutôt par le canal de la facture électronique. Mais on continuera jusqu'au 1er septembre 2027 à recevoir, entre guillemets à l'ancienne, toutes les factures des personnes qui n'ont pas migré par la facture électronique. Et avant 2025, de toute façon, là, en septembre 2026, oui, il faut que tout le monde ait Une plateforme de réception. son numéro de oui, mais en fait, déjà, Oui. On est bien d'accord, c'est Oui. Oui. Ah, tout à fait. Vous 1er devez septembre tous 2026, recevoir. plateforme. Ah, c'est sûr. Alors, sûr. Donc, on risque de voir beaucoup d'autres entrepreneurs qui vont fermer parce que ça devient, pour arrêter l'activité, parce que ça devient contraignant de gérer et l'activité commerciale et l'activité facturation. Il va y avoir des logiciels de vente adaptés aux micro-entreprises qui sont sûrement pas chers et adaptés à leur activité. Moi, je le vois comme ça. Ça va structurer un peu aussi quand même. Oui. C'est-à-dire que des fois, dans le monde de la micro-entreprise, moi, je vois des gens sur les factures qui ne pas parce que c'est beau, quoi. Oui, voilà. Ce sera plus possible. Elles sont moins jolies, elles sont Ou peut-être que Canva va être plateforme agréée. oui, en fait, c'est qu'à partir de septembre 2025, l'émission de la facture sera Obligatoire. Pour tout le monde. Oui. On a en gros 1 an et demi pour l'émission, pas pour la réception. Pour l'émission, oui. C'est ça. Néanmoins, quand on choisit cette réception, on est déjà pensé à émission, reporting et complément. Ouais. On va se retrouver en avoir deux. C'est ça. Oui. Est-ce qu'on peut changer? Oui. Vous pouvez changer. Ça écrase l'autre. Après, attention, si vous êtes engagé, vous continuez à payer l'ancienne plateforme. Voilà. C'est pour ça qu'il faut regarder la bonne plateforme. Et la durée d'engagement. Sur le booking, tu vois, non, mais Non, c'est pas tout. Là, par exemple, aujourd'hui, on a délai 3 mois pour résilier. Ouais, 3 mois de préavis résiliable à tout moment. Il y en a, c'est des durées d'engagement de 3 ans. Voilà, c'est de tout. Hein. Quels peuvent être les bons types de résiliation? Il n'y en a pas, c'est comme vous changez de fournisseur, je sais pas, de télécommunication, vous changez de plateforme. Vous avez trouvé une autre. Forcément proposer les mêmes choses. Effectivement, elle ne propose pas toutes la même chose. Et à terme, il va y en avoir beaucoup moins. Tout le monde, quand il y a un truc nouveau, il y a plein de gens qui se lancent, d'accord. Mais à terme, il y aura des D'où le fait de faire le bon choix dès le départ. C'est plus ça. Ce qui va être compliqué. Oui. C'est ça. un certain nombre de cas pratiques, oui. des exemples. Exactement. Donc, premier cas pratique, un plombier qui facture pour le moment sur Excel. Demain, il devra avoir son nouveau logiciel de facturation qui sera connecté à la plateforme agréée. Ces nouvelles obligations, il sera en e-invoicing s'il facture un professionnel, e-reporting de transaction s'il facture un particulier et e-reporting de paiement parce que c'est un prestataire de service, donc il collecte sa TVA sur les encaissements. Donc, 3 nouvelles obligations pour lui. Fromage et dessert. Mais il a 3 bénéfices. Exactement. On va vous embaucher. Ça va pas être super cher. Oui. Ça peut encourager le commerce, ça peut les dissuader de faire des. Ça peut encourager le travail noir. Deuxième cas pratique, l'agence de communication qui génère ses factures en PDF. Donc, demain, un nouveau logiciel de facturation connecté avec la plateforme agréée. Le but, une intégration directe dans la comptabilité,
que la plateforme soit connectée avec le logiciel de compta. Et donc pareil, e-invoicing pour les transactions en B2B, e-reporting pour les transactions en B2C et un e-reporting de paiement, c'est une prestataire de service. Le cas d'un industriel qui vend en France et à l'export. Donc là, pour la France et l'export, il y a 2 obligations. Donc pareil, il doit toujours avoir un logiciel de facturation agréé. Et donc cette fois-ci, c'est le e-invoicing s'il vend à un particulier en France, donc la facture électronique, et le e-reporting s'il vend à l'export. Donc là, c'est le récap des flux de transactions sur tous les 10 jours. Et donc, le commerçant qui utilise une caisse, donc demain, va une nouvelle caisse ou un nouveau logiciel qui permet le e-reporting qui est connecté à une plateforme, je voulais dire qui est connecté et qui génère le e-reporting de manière automatique, c'est le mieux. Et donc, e-invoicing pour le cas où on est en B2B et le e-reporting de transaction dans le cas où on est en B2C. Là, cette fois-ci, on n'a pas de e-reporting de paiement puisque c'est un commerçant, il collecte sa TVA sur les débits. Mettons peut-être un calendrier à partir du mois de septembre, ils font sur le bar, ils sont obligés de faire une facture électronique pour le bar. Oui, le bar est obligé de recevoir une facture. C'est ça? Ouais. Non, parce que j'en connais quelques-uns, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un ordinateur. Et C'est bien, ça nous permet de faire la transition sur les notes de frais. Donc là, on va raviver le bruit dans la salle. Voilà. Donc ça va être pour les petits tickets, on va dire ça comme ça, tout ce qui est notes de frais, donc soit salarié ou dirigeant ou vous-même. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez à la boulangerie, quand vous allez à l'hôtel, etc. En principe, vous allez devoir donner le numéro sirène de votre entreprise pour vous identifier en tant que professionnel, puisque le B2B rentre dans la facture électronique. Oui. Oui, on vous le conseille. Après, il y a une tolérance en dessous de 150 €, on va le voir. Mais le but, c'est que tout rentre dans la facture électronique et du coup, sinon, vous allez revoir le petit ticket. Il va falloir que ça rentre dans le champ. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, donc la première chose, ça va être en fait tout le temps avoir la carte d'identité d'entreprise, c'est le numéro sirène. Voilà. Dès que vous faites un achat pour l'entreprise, il va falloir donner ce numéro. À la personne qui va nous faire les caisses? Oui, à la personne, à la caisse de la boulangerie, à la caisse de l'hôtel, voilà. Oui. Moi, je pense qu'il y aura une bouchette à QR code. Ouais. Oui, il va falloir trouver des combines, parce que sinon on va se flinguer. Ouais. Et en plus, pour l'instant, il n'y a pas trop de plateformes qui se positionnent sur les logiciels de caisse, quoi. Donc, il y a une tolérance, hein, bien sûr, si le salarié il oublie ou le dirigeant il oublie de donner son numéro sirène, on peut prendre un ticket de caisse. Mais alors, l'employeur doit faire une demande de facture au commerçant avec la mention TVA déjà collectée dans le cadre du e-reporting. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, dès qu'on ne donne pas le numéro sirène. Donc, par exemple, voilà, pour l'hôtel, si le salarié paye avec sa carte personnelle, la facture rentre aussi dans le champ de la facture électronique. Elle est envoyée à la plateforme agréée de l'entreprise à la mention déjà payée et le salarié se fait rembourser par l'employeur en présentant un justificatif. Si le salarié paye la carte de l'entreprise, la facture est envoyée à la plateforme de l'entreprise et avec la mention déjà payée. Donc l'hôtel, ça va. Oui, pareil. C'est pareil. Ouais, c'est pareil. Oui. Pour du coup la note de restaurant. Donc le restaurant, il n'a pas l'obligation de délivrer une note pour un montant inférieur à 25 €. Il n'a pas l'obligation de délivrer une facture pour un montant inférieur à 150 €. Mais par contre, il a l'obligation de délivrer une facture si le client professionnel la demande. Et nous, on vous conseille de la demander parce que sinon, vous allez avoir des petits tickets, des trucs qui passent dans l'électronique, ça va être un petit peu le bazar.
Et ensuite, bon, ça, donc par contre, tout ce qui est supérieur à 150 €, il y a obligation de donner le numéro sirène et que ça passe dans la facture électronique. En dessous de 150 €, c'est facultatif, mais nous, on conseille que ça passe en facture électronique. Tous les montants. Oui. Ça permet de prendre des bonnes habitudes. Ouais. La conséquence, c'est quoi? Il ne faut pas s'occuper de continuer à gérer des Non, dans ce cas-là, si vous allez, justement, c'est là l'intérêt, c'est que si vous avez donné votre numéro sirène, ça passe par le circuit automatique. Mais admettons, et vous n'avez plus besoin d'avoir le. monsieur tout à l'heure, qui a envie de le faire, qui nous fait une offre. Oui. Oui. Ah ben, il va couler vu les sanctions. Ouais. C'est son problème. Ouais. À mon avis, il va s'aider à se mettre. Ah oui. Les tickets de péage et carburant, là, vous avez le droit de rester sur le ticket papier. Ils n'ont pas prévu que ça rentre dans la facture électronique. C'est les seules choses. Mais par contre, les parkings, vous allez devoir saisir sur la borne du parking le numéro sirène de l'entreprise. Le numéro de circulation, le numéro de ils l'ont fait. Donc attention, si pour les tickets de péage, si c'est déjà sur le télépéage rentre dans la facture électronique, le B2B. Pareil, le carburant, si vous avez l'abonnement mensuel. Total ou AS24, là, ça rentre dans la facture électronique. Du coup, ça rentre déjà dans la facture électronique dès le 1er septembre 2026 avec les factures fournisseurs énergie. C'est ça. Mais bon, il y a quand même la tolérance administrative, le temps que les automates se mettent à jour. Oui, puisque les automates ne sont pas à jour encore. Action à lancer. Choisir une plateforme. Là, c'est l'essentiel, la plateforme de réception et idéalement, en même temps, la plateforme d'émission pour que ce soit la même ou qu'elle soit connectée et que ce soit plus simple pour vous, que vous n'ayez pas plusieurs accès. Donc, nous, vous avez dû recevoir en octobre et plusieurs relances depuis. On vous a envoyé un mandat pour qu'on puisse s'occuper à votre place du choix de la plateforme ou alors au moins d'aller chercher ce qui se fait et ce qui est le plus adapté à votre activité. Et ensuite, on vous soumet les choix et après, c'est vous. De toute façon, vous avez toujours les derniers mots, mais nous, ce qu'on vous propose, c'est de s'en occuper pour vous, pour que ce soit plus simple. Et on a aussi le visuel sur toutes les plateformes qui sont sur le marché. Très bientôt. L'objectif, c'est le deuxième trimestre, c'est ce que je disais. Là, on attend les dernières infos courant mars. Et nous, l'objectif, c'est entre avril et juin qu'on puisse installer les plateformes sur nos clients pour que ça soit opérationnel au 1er septembre. Les banques sont très agressives, effectivement, sur les plateformes agréées. Ouais. C'est la même chose. Les banques sont très agressives sur les plateformes agréées. Ce ne sont pas les plateformes les plus complètes. Et est-ce qu'elles se connectent à la fois au logiciel comptable et à la fois au logiciel de vente? Elles disent l'argument, c'est on tient le compte, on va oui. bosser avec nous. Oui, c'est une question de compatibilité avec. Oui, en fait, c'est l'occasion de revoir si déjà votre process administratif, il est OK, il est bien automatisé et ça correspond bien à votre activité et il est de niveau actuel informatiquement. Et du coup, après, sinon, il faut déjà choisir un autre logiciel qui soit compatible. Du coup, le fait de vous mandater, vous aurez aussi ce genre de plateforme des banques et vous serez à même de dire si elles sont pas bien. Oui, déjà, on va partir du logiciel de facturation existant, premièrement, pour savoir s'il est agréé ou s'il peut être connecté à une plateforme agréée. Ça, c'est notre point initial. Voilà. Sauf si, par exemple, le logiciel de facturation, il n'est pas adapté à votre activité. À ce moment-là, on va vous dire, nous, on pense que ce serait mieux que vous migrez sur ça. Et du coup, c'est l'occasion, en fait, de se mettre à la fois en conformité et d'adapter le logiciel à votre activité.
Il y a des grands éditeurs comme EBP, par exemple. Tout à fait. Ou ça, Sage, Sage, oui. qui sont déjà opérationnels ou pas? Alors, Sage est plateforme agréée, en tout cas. Ouais. EBP, j'ai EBP, pas ça nous l'info, parle. mais il me semble le que oui. sens. Ils ne sont pas forcément plateforme agréée, Mais ils seront connectés. Ils sont adaptés à la facture électronique et ils pourront normalement se connecter à une ou plusieurs plateformes agréées. La logique, elle est là. Mais c'est clair que si EBP n'adapte pas ses logiciels de facturation à la facture électronique, c'est fini. Si eux ne font pas, les invitations ne le font pas. Bien sûr. La problématique qu'on a chez certains clients, c'est ceux qui ont un logiciel métier ou sur lequel ils gèrent la production, les stocks, etc., et qui ont en annexe un module de facturation développé par le même éditeur. Là, on se pose la question, comme ce n'est pas leur cœur de métier, le cœur de métier de la SS2I, c'est le logiciel métier, voilà. Donc on n'est pas certain qu'ils vont adapter leur logiciel de facturation à la facture électronique. Ceux-là sur lequel la facturation c'est vraiment un produit annexe, c'est pas sûr. On vous a mis les dernières actualités qui sont sorties là très récemment. Il y a une campagne de communication par l'Ordre des experts comptables. On vous a mis le site internet où dessus vous avez des vidéos explicatives assez courtes qui résument là tout ce qu'on vient de vous dire, mais en beaucoup plus simplifié. Et il y a aussi une FAQ avec les questions principales qui sont posées. C'est pas mal d'aller jeter un œil si vous avez des questions auxquelles que vous n'avez pas eu le temps de poser ici. Après, si vous avez des questions, on est toujours dispo pour y répondre, mais le site est plutôt bien fait. Et deuxième actualité, BPI France a communiqué sur un prêt flash facturation électronique qui peut aider les entreprises à mettre en place des logiciels qui pourraient être coûteux. Donc, c'est un prêt qui est sans garantie entre 5 000 et 75 000 euros, qui est ouvert pour les TPE, PME jusqu'à 49 salariés, qui sont créés depuis plus de 3 ans, avec un cofinancement obligatoire, donc un taux fixe 4,28% actuellement, entre 3 et 5 ans de remboursement, et un différé qui est possible entre 9 et 12 mois. Donc ça, c'est sorti la semaine dernière, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Il y a ouais. 2 semaines. Et du coup, ça peut prendre en charge à la fois les équipements, mais aussi de la formation et des honoraires d'accompagnement. Et donc ensuite, on vous a mis les missions qu'on propose au sein du cabinet pour vous accompagner dans la facture électronique. Donc dans le choix de la plateforme, l'analyse de vos flux, le comparatif des solutions qui existent sur le marché, et après tout ce qui est sécurisation pour être en conformité avant le 1er septembre 2026. De la formation aussi sur les outils que vous allez sélectionner, la prise en main, le paramétrage, la gestion des statuts, donc on en parlait tout à l'heure, où on peut, nous, avec les données qu'on a en comptabilité, gérer les statuts, valider, rejeter, payer, etc. Et puis les bonnes pratiques pour mettre en place, pour être conforme et mettre en place la réforme. Et aussi une mission d'assistance administrative pour les personnes qui facturent encore peut-être sur Excel, pour que nous, on puisse facturer, émettre les factures à votre place, le suivi des statuts, l'automatisation des paiements, on n'a pas mis les relances clients, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de missions qui vont découler de cette réforme. Et donc, au sein du cabinet, on vous les propose et on sera à même de les réaliser. Comment ? Pour septembre 2027. C'est pour septembre 2027, mais septembre 2026 aussi, parce que la gestion des statuts, il y a aussi pas mal d'obligations sur septembre 2026. Et comme on le disait, si le logiciel de facturation il peut déjà être connecté à une plateforme agréée, il y a déjà des choses qui peuvent partir, autant se conformer de suite. Ou utiliser le fameux module dans la plateforme. Voilà, c'est ça. Par exemple. Et n'hésitez pas si vous avez des questions encore. Pour le moment, il y en aura certainement. Oui, peut-être. Le free reporting, oui. On peut supposer que ça nécessitera de renseigner beaucoup de renseignements. Peut-être quasiment 90% de la facture.
Oui. Bien, en termes de temps, ça revient un peu à la même contrainte que le voicing. Oui, que ce soit e-reporting ou e-voicing, vous allez, Ça va être lourd quand même. ça va être Si lourd ça n'est quand pas même, oui, automatisé, effectivement. Oui, c'est ça. Oui, D'où l'importance alors ça demande d'automatiser. moins de choses parce qu'il n'y a pas le numéro sirène, il y aura le respect de la RGPD, etc. Mais effectivement, ça va, voilà, il y aura quand même des transactions, il faudra noter des choses et matérialiser les transactions. Si on laisse le slide d'avant, je suppose que ça fait partie d'un package. C'est un forfait qui serait proposé pour ça. Ce sera du sur-mesure, ce sera une lettre de mission à part ou un avenant à la lettre de mission sur à la fois l'assistance au changement de la réforme de la facture électronique et après, s'il y a une prestation qui est récurrente comme la gestion des statuts, l'émission des factures, là, ce sera une lettre de mission récurrente. On s'adapte aux clients parce que tous les clients n'auront pas les mêmes besoins. Il y a des clients qui sont très compétents informatiquement et qui en ont envie et le temps de le faire. Et il y aura des clients qui auront moins envie ou moins le temps de le faire. Et donc, nous, notre but, c'est d'accompagner les entrepreneurs à gérer leur entreprise et à les soulager de ce qu'ils n'ont pas envie de faire ou pas le temps de faire. Alors, pardonnez-moi l'ignorance, gestion des statuts. La gestion des statuts, c'est la gestion des statuts des factures si on accepte les factures fournisseurs ou si on les rejette, par exemple. Voilà. Donc, nous, on imagine, par exemple, de se dire, bon, ben, c'est un fournisseur récurrent, donc si la facture, elle ne dépasse pas 200 €, on peut l'accepter. Ça va être voilà, une discussion avec le client sur qu'est-ce qu'il veut qu'on accepte, quand est-ce qu'on l'appelle pour valider des factures exceptionnelles. Voilà, on imagine ce genre de communication et d'adaptation pour soulager le client. Pour remonter le moral, il y a un pot à côté. C'est obligatoire.